Bonsoir, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette première soirée santé CHU Mola, initiée par la librairie Mola et le CHU de Bordeaux. Désormais, tous les premiers lundis du mois, à 18 h, nous vous donnons rendez-vous pour une grande soirée consacrée aux thématiques de santé. Dès ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Philippe Gosse, qui dirige l'unité de cardiologie, hypertension artérielle au CHU de Bordeaux à l'hôpital Saint-André. Il va réaliser une présentation consacrée à l'hypertension, ce mal invisible. Vous pourrez poser vos questions en commentant la publication sur Facebook et le professeur Gosse y répondra à l'issue de sa présentation. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Bien, bonsoir à tous. Je remercie moi aussi la librairie Mola de nous donner l'occasion de parler de ce mal invisible qu'est l'hypertension artérielle. Alors ça peut paraître aujourd'hui peut-être un peu déplacé, un peu incongru de parler d'un autre mal invisible, silencieux qu'est l'hypertension artérielle, alors que tous les regards convergent et toutes les énergies convergent vers l'infection à Covid. Mais l'hypertension artérielle est un fléau qui existait avant la Covid, qui va malheureusement continuer à exister lorsqu'on aura maîtrisé cette pandémie. Et elle est à l'origine, effectivement, de complications très importantes. C'est une des causes principales de morbimortalité dans le monde, partout. Et non seulement elle peut tuer, mais elle peut aussi donner des maladies avec des séquelles importantes, et en particulier les accidents cérébraux, qui peuvent donner donc des séquelles durables. Il faut savoir aujourd'hui qu'à peu près 30% de la population des pays industrialisés, et ça touche maintenant pratiquement toute la planète, 30% des adultes ont des chiffres de pression artérielle trop élevés. Et dans pratiquement la moitié des cas, ils ne le savent pas parce que l'hypertension ne s'accompagne d'aucun symptôme. Et pour autant, les complications sont là. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous donner quelques éléments pour bien comprendre ce qu'est l'hypertension, pour aider ceux d'entre vous qui sont hypertendus à mieux vivre avec, pour aider ceux qui ne sont pas hypertendus à éviter d'avoir cette hypertension artérielle, parce qu'il y a des gestes dans la vie quotidienne que nous pouvons faire pour éviter de voir l'hypertension se développer, et puis aussi pour inciter chacun d'entre nous à faire des mesures de pression artérielle, à les conseiller à les proches, car la seule façon de savoir si la tension est élevée, c'est de la mesurer, et on va voir un petit peu comment tout à l'heure. Alors ça, c'est une diapositive qui est issue d'une enquête française, qui se refait assez régulièrement, et qui montre que l'hypertension artérielle, finalement, elle progresse avec le vieillissement. Quand on a moins de 40 ans, il y a très peu d'hypertendus, à peu près 3, 5, 6%, c'est toujours difficile de dire. Mais plus on avance en âge, plus on a le risque d'avoir la pression artérielle qui monte, de développer cette hypertension. Et quand on atteint 70 ans, 75 ans, il y a pratiquement 2 individus sur 3 qui ont une hypertension artérielle. Et encore des données épidémiologiques. Là, c'est une étude qui a été faite il y a déjà quelques années, mais qui montrait très clairement que partout dans le monde, l'hypertension artérielle était le premier facteur de risque de mortalité, devant tout un tas de choses, de mortalité cardiovasculaire en tout cas, et on estime que l'hypertension est responsable d'environ 8 à 10 millions de morts tous les ans. Alors, c'est quoi l'hypertension artérielle ? C'est tout simplement trop de pression dans le système artériel. Et il faut parler plutôt de pression que de tension. Je sais que le terme habituel, c'est tension artérielle, mais je n'aime pas ce terme, parce qu'on a souvent l'impression que c'est une histoire de tension nerveuse, et les hypertendus pensent à tort que c'est le fait de se sentir stressé qui va faire monter la tension. C'est vrai que quand on est stressé, la tension monte, mais elle ne monte pas durablement, elle revient rapidement à la normale. L'hypertension, c'est autre chose. C'est en permanence une pression trop élevée dans tout notre système artériel. Et c'est cette pression trop élevée qui, à la longue, va abîmer nos artères. Ceci dit, la pression artérielle, il ne faut pas qu'elle soit trop haute, il ne faut pas non plus qu'elle soit trop basse. Quand vous avez 0 de pression, c'est que vous êtes mort. Et quand vous avez trop de pression, c'est un risque, souvent sur le long terme, mais c'est un risque qui va petit à petit abîmer les qualités de vos artères et compromettre la circulation. Le paradoxe, c'est qu'il y a plus de pression et que pourtant ça circule moins dans les organes. Les organes sont moins bien irrigués parce que
les artères ont perdu leur qualité et l'irrigation des organes se fait plus mal. Alors, quand on parle de pression artérielle, ou de tension artérielle, puisque c'est souvent le terme le plus souvent utilisé, même si je ne l'aime pas, on parle de 2 chiffres. Il y a un premier chiffre qu'on appelle quelquefois la maxima, ou la pression systolique, et un deuxième chiffre qu'on appelle la minima, ou pression diastolique. Pourquoi il y a 2 chiffres? Tout simplement parce que notre cœur, qui doit battre toute notre vie, il a bien besoin de repos. Et ce repos se fait pendant une période qu'on appelle la diastole. Et cette diastole, la période où le ventricule arrête d'éjecter et se repose, et il est perfusé à ce moment-là, il est irrigué à ce moment-là, elle dure 2/3 du temps. Donc l'éjection par la pompe qu'est le ventricule gauche ne dure qu'1/3 du temps. Heureusement, il y a un système qui permet de maintenir quand même de la pression quand le ventricule gauche a fini de se contracter. Ce système, c'est l'aorte. L'aorte, c'est le gros vaisseau que nous avons à la sortie de notre ventricule, qui est la mère de toutes les artères et qui va donner naissance à toutes les artères de plus en plus petites qui vont irriguer tous nos vaisseaux, tous nos organes. Et qu'est-ce qui se passe? Quand le ventricule gauche se contracte, et éjecte le sang, il éjecte dans l'aorte, et l'aorte va se gonfler comme un ballon élastique. Et après, quand le ventricule arrête de se contracter, quand il ferme la valve entre le ventricule et l'aorte, qu'il n'y a plus du tout de sang qui repasse en arrière dans le ventricule, le sang est chassé par cette réserve élastique dans le système artériel, et ça permet de maintenir de la pression pendant tout le cycle cardiaque, en systole et en diastole, en contraction et en repos. C'est illustré par la courbe que je vous montre. Vous voyez qu'il y a un flux qui passe par un haut, puis par un bas. Le haut, c'est quand le ventricule éjecte. Le bas, c'est petit à petit la fonction élastique de l'aorte qui envoie du sang. Ça passe donc par un minimum jusqu'à la prochaine contraction. Et en fait, ce que nous sommes capables de mesurer, ce n'est pas cette courbe. On peut la mesurer quand on met un petit cathéter dans l'artère, mais ça ne se fait pas couramment. Donc pour mesurer la tension, on mesure le maximum de pression, ce qu'on appelle la pression systolique, et le minimum de pression, la pression diastolique. Et là, je voudrais tordre le cou à une croyance qui persiste encore dans beaucoup d'esprits, qui est de penser que c'est la minima, la tension la plus faible, qui est la plus dangereuse. Souvent, j'entends dire des patients « Oh, j'ai 14-10, c'est le 10 qui n'est pas bon ». Ce n'est pas vrai. C'est le premier chiffre qui est le plus dangereux. Pourquoi? Parce que quand notre aorte vieillit, elle devient de moins en moins élastique et elle a plus de mal à maintenir de la pression pendant que le ventricule gauche ne se contracte plus. Et donc, d'une certaine façon, quand cette pression minimale baisse trop, c'est plutôt le témoin d'une artère de plus en plus rigide et non pas quelque chose de bénéfique. En fait, jusqu'à l'âge de 50 ans, les 2 chiffres évoluent à peu près de façon parallèle. Quand l'un monte, l'autre monte de la même façon. Mais quand on vieillit, après 50 ans, la maxima, la systole, augmente, alors que la diastole peut avoir tendance, la minima peut avoir tendance à baisser, et ce n'est pas une bonne chose, c'est le témoin d'une artère élastique, de moins en moins élastique. Donc, si on doit se fier sur un seul chiffre, c'est plutôt la maxima qui est importante. Alors, pourquoi il y a autant d'hypertension artérielle? Il y a en fait 2 formes d'hypertension artérielle. Il y a ce qu'on appelle les hypertensions secondaires, qui répondent à un mécanisme très précis, qu'on peut quelquefois diagnostiquer et qui nécessitent parfois un traitement tout à fait précis. Mais ces hypertensions avec un mécanisme très précis, c'est à peu près 5% des hypertendus. À côté de ça, les 95% qui restent, c'est ce qu'on appelle de l'hypertension essentielle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause précise sur laquelle on peut agir. Il y a en fait la multitude de causes, il y a plusieurs facteurs qui vont agir, des facteurs génétiques et des facteurs d'environnement. Alors, ce qu'on peut dire d'une certaine façon, c'est que si vous êtes hypertendu, c'est que vous êtes sans doute né trop tard, parce que ce qui vous rend aujourd'hui hypertendu, vous aurez sans doute rendu beaucoup de services si vous aviez été un chasseur-cueilleur il y a quelques milliers d'années. Parce qu'à l'époque, dans cette vie primitive,
on manquait de nourriture, il n'y avait pas de sel, il n'y avait pas de salière, on ne mettait pas de sel sur la table. Le seul sel que les individus pouvaient consommer, c'était le sel qui était présent dans la viande, dans les fruits, dans les légumes qu'ils avaient. Il y en a très peu. Donc il y avait un manque de sel. Il y avait des risques de déshydratation, par exemple suite à un accident digestif, et les diarrhées du nourrisson devaient tuer beaucoup d'enfants. Et puis, en cas d'accident, il y avait des hémorragies qui faisaient chuter la pression. Et finalement, la sélection naturelle a permis de développer finalement des gènes qui favorisent le maintien de pression artérielle élevée, même dans des conditions difficiles, et puis le stockage des graisses, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de frigidaire, et que quand vous mangez un peu trop, il fallait fabriquer du tissu graisseux pour avoir des réserves. Et cette évolution, eh bien, on en paye d'une certaine façon le prix aujourd'hui parce que nous avons totalement modifié nos façons de vivre. Et aujourd'hui, le chasseur-cueilleur idéal, eh bien, il a tendance à être plutôt un hypertendu, un obèse, un diabétique, parce que justement, ces gènes qui ont été à une époque extrêmement utiles, vu le changement complet que nous avons dans notre environnement et dans nos habitudes, ces gènes eh bien, se trouvent être plutôt ennuyeux et source de problèmes. Il y a très clairement plusieurs facteurs qui sont liés à la survenue de l'hypertension dite essentielle. Le premier, c'est le sel. On est à peu près programmé pour fonctionner avec 3-4 grammes de sel. Aujourd'hui, l'alimentation industrielle nous fait en manger facilement 12, quelquefois même jusqu'à 15-16 grammes de sel par jour. Et donc, nous ne sommes pas équipés pour éliminer facilement ce sel. Attention, on n'a pas tous la même sensibilité au sel. Il y a des gens qui sont plutôt résistants au sel, qui ne développent pas d'hypertension malgré ces quantités, mais il y a aussi beaucoup de gens qui peuvent développer une hypertension à cause de cette quantité de sel. Donc, premier ennemi, le sel. Un autre ennemi pour l'hypertension, c'est l'alcool. Même une consommation modérée, si elle est régulière, peut faire monter la pression artérielle. Ce n'est pas suffisamment connu et ça fait partie des facteurs sur lesquels il faut jouer pour éviter d'être hypertendu ou pour faire baisser la pression artérielle quand on l'est. Le surpoids, quand on prend du poids, on prend souvent quelques points de pression artérielle en plus. Les deux vont ensemble, pas toujours, mais souvent. Et puis le dernier élément, c'est la sédentarité. On n'est pas programmé pour rester sur une chaise devant un ordinateur, on est programmé pour bouger. Et la sédentarité, le manque d'activité physique, contribue à faire monter la pression artérielle. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont là pour qu'il y ait beaucoup d'hypertendus et de plus en plus d'hypertendus parce que ces habitudes, et en particulier le manque d'activité physique, sont de plus en plus répandus, y compris parmi les plus jeunes. Ceci dit, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 5% de causes. Alors 5%, c'est dans l'ensemble des hypertendus. Mais quand on regarde les populations les plus jeunes, les moins de 40 ans en particulier, eh bien on s'aperçoit que le pourcentage de causes précises qu'on est capable d'identifier est beaucoup plus important. Et il est important, justement, de faire des bilans assez complets chez des sujets jeunes pour essayer de dépister ces causes. Quand on fait ces bilans, par exemple, chez des jeunes femmes de moins de 30 ans, on s'est aperçu dans le service qu'on trouvait à peu près une cause une fois sur 3. C'est énorme, parce que dans ces cas-là, on a des traitements beaucoup plus spécifiques et quelquefois même, on a des causes que l'on peut guérir. Il y a aussi un premier type d'élément qui doit nous inciter à faire ce genre de recherche. Quand un médecin découvre une hypertension, confirme une hypertension, il doit faire un bilan. On appelle ça un bilan minimum. Il y a une prise de sang, il y a une analyse d'urine, il y a un électrocardiogramme. Et lorsqu'il y a des anomalies dans ce premier bilan, ça peut amener à chercher justement une cause précise d'hypertension. En particulier, il y a un élément très important, c'est quand on manque de potassium dans le sang, ce qui est souvent un élément d'orientation vers certaines causes d'hypertension artérielle. Et puis, la troisième circonstance où on fait un bilan pour rechercher ces causes, c'est quand on n'arrive pas à faire baisser la pression artérielle malgré un traitement bien conduit. En général, on attend d'avoir au moins 3 médicaments pour contrôler la tension. La tension est toujours élevée. Alors là, on va faire un bilan pour chercher une cause. Alors ces bilans, on peut les faire en externe, on peut les faire en hôpital de jour. Ça peut se faire avec l'aide d'un cardiologue ou d'un spécialiste en hypertension artérielle. Parmi les causes d'hypertension artérielle,
il y en a une qui est particulièrement redoutable, c'est ce qu'on appelle l'hyperaldostéronisme primaire. C'est quoi? C'est une sécrétion trop importante d'une hormone qu'on appelle l'aldostérone. Elle est sécrétée par deux petites glandes qu'on appelle les glandes surrénales qui sont juste au-dessus des reins. L'aldostérone, c'est une hormone dont le boulot, c'est de garder le sel. C'est une hormone qui a sûrement été très utile aux chasseurs-cueilleurs, mais maintenant, avec ce que nous mangeons de sel, c'est une hormone qui devient dangereuse quand elle est sécrétée en excès. Elle est dangereuse parce qu'elle fait monter la tension. Elle est dangereuse parce que le type d'hypertension qu'elle provoque est souvent résistante à beaucoup de médicaments. Elle est dangereuse aussi parce qu'elle fait baisser le potassium dans le sang et quand on manque de potassium, ça peut être dangereux. Et elle est dangereuse aussi parce qu'elle induit une fibrose, une anomalie des parois des artères, du cœur, des reins. Donc c'est aujourd'hui la cause la plus dangereuse d'hypertension. C'est aussi la plus fréquente parmi les hypertensions secondaires, donc je vous rappelle qu'elles ne sont pas très fréquentes non plus. Et l'important de la dépister, c'est qu'on a des traitements spécifiques, très efficaces, qui ne sont pas exactement les mêmes traitements qu'on va utiliser dans les hypertensions courantes. Donc, il y a des circonstances où il faut savoir rechercher. Alors, on ne va pas rechercher ça chez tout le monde, vous imaginez bien, puisqu'on va trouver en moyenne 5% des cas. Si on recherchait chez tout le monde, on ferait ces examens dans 95% des cas pour rien. Donc il faut avoir une vision spécifique, il faut faire cette recherche quand les chances ou les risques de retrouver cette anomalie sont importantes. Alors, quels sont les signes qui doivent vous faire penser que vous avez une hypertension? Eh bien, le problème, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle un tueur silencieux, c'est qu'il n'y en a aucun. L'hypertension ne donne aucun symptôme. Alors peut-être qu'on vous a dit que l'hypertension pouvait donner mal à la tête, qu'elle pouvait donner des mouches devant les yeux, qu'elle pouvait donner des acouphènes. Aucun de ces signes n'est vraiment spécifique et souvent il y a d'autres causes que l'hypertension. Par contre, effectivement, si vous avez des maux de tête, ça peut être l'occasion de mesurer votre tension. Et le souci, c'est que quand on a mal quelque part, que ce soit à la tête, aux dents, aux doigts de pied ou ce que vous voulez, le seul fait d'avoir mal quelque part, ça fait monter la tension. Mais le gros souci, c'est que l'hypertension, non compliquée en tout cas, ne donne pratiquement aucun symptôme. Si vous voulez savoir si vous êtes hypertendu, il n'y a pas d'autre solution que de mesurer votre pression artérielle. Et la mesure de la pression artérielle, ça doit faire partie du geste de tous les médecins, des infirmiers, mais aujourd'hui, avec la multiplication des appareils d'automesure, peut-être que chacun d'entre nous doit participer justement au dépistage de son entourage quand on a un appareil qui permet de mesurer la pression artérielle. Alors, la mesure de la pression artérielle, comment ça se fait? Alors, le plus souvent, donc, c'est le personnel soignant. C'est ce qu'on appelle du dépistage. On mesure la pression lors d'une consultation, lors d'une visite de santé, médecine du travail, n'importe où. On mesure la pression artérielle, elle est au-dessus de la normale. La normale pour une pression de consultation, c'est 14,9 si vous raisonnez en centimètres de mercure ou 140,90 si vous raisonnez en millimètres de mercure. Au-dessus de ça, ce n'est pas tout à fait normal. Mais ce n'est que du dépistage. On ne va pas se contenter de cette mesure, on va être obligé de faire d'autres mesures pour être sûr que l'hypertension artérielle existe. Comprenez bien que lorsqu'on découvre une hypertension, eh bien c'est une sorte de condamnation à perpétuité parce qu'on va donner un traitement et le traitement, pour l'instant, on va voir qu'il y a peut-être des espoirs, mais pour l'instant, il faut le prendre tous les jours, toute sa vie. Donc on ne va pas prendre cette décision sur une seule mesure de dépistage ou même sur plusieurs mesures faites par un médecin. Il va falloir utiliser d'autres techniques pour être sûr que l'hypertension est bien réelle. Et ces autres techniques de mesure, c'est soit le patient qui mesure lui-même sa pression artérielle avec un appareil automatique, on appelle ça l'automesure, et l'automesure est très utile à condition qu'elle soit faite dans des conditions très encadrées. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Et puis, il y a une autre technique qui est de mesurer la pression artérielle pendant 24 heures. On pose un appareil, on va revenir tout à l'heure dessus, et l'appareil mesure la tension jour et nuit dans les activités habituelles du patient. Il y a 3 problèmes liés à la mesure de la pression artérielle. Le premier, c'est que la pression artérielle est extrêmement variable. Alors ça, vous voyez ici un enregistrement de pression sur 24 heures. Chacun des traits verticaux donne pour sa partie haute la maxima de la pression et pour sa partie basse le minimum de pression. Ça, c'est un sujet normal. Et vous voyez que d'un moment à l'autre, d'une mesure à l'autre, les tensions peuvent être extrêmement variables.
sur la partie droite, ici, eh bien, il est allé faire de l'exercice. Je le sais parce que le trait noir, c'est sa fréquence cardiaque. Et sa fréquence cardiaque, elle s'accélère quand il fait un exercice. Et vous voyez, à cette occasion, sa tension a monté aussi. Et c'est normal, la tension, elle est faite pour varier. Même un sujet normal peut avoir des variations, par exemple entre 8, je parle du maxima, 8 de systolique, 8 de maxima, quand il dort profondément, et par exemple 18 ou 19 s'il fait un exercice intense. Donc la pression, c'est très très variable. Alors, pour remédier à ce problème, il y a deux solutions. Soit on standardise les mesures, c'est-à-dire qu'on fait toujours les mesures dans les mêmes conditions. C'est d'ailleurs ce que doit faire le médecin. Il va vous prendre attention, vous êtes assis depuis au moins 5 minutes, il ne va pas vous dire des choses inquiétantes avant d'avoir mesuré votre pression artérielle, et puis il va faire en général 2 ou 3 mesures d'affilée pour voir comment se comporte votre tension. Et donc la deuxième façon, c'est de multiplier les mesures pour justement avoir le plus de chances d'avoir une pression représentative. Le deuxième problème, c'est que le seul fait de mesurer la pression artérielle peut en modifier le résultat. Et ça, c'est ce qu'on appelle souvent l'effet blouse blanche. Quand un médecin mesure la pression artérielle, il peut y avoir une réaction totalement immaîtrisable du patient qui fait que sa pression artérielle monte. Là, vous en avez une illustration avec un enregistrement, là encore, sur 24 heures. Ici, à gauche, le patient est à l'hôpital, on lui pose l'appareil, et l'appareil retrouve 16-10, donc tension anormale. Et puis le patient quitte l'hôpital, et vous voyez que la moyenne qu'il a sur la journée est basse, il n'a même pas 12-8, et la nuit, il a 11-8. Donc il a de la tension que devant le médecin, ce qu'on appelle, nous, l'hypertension blouse blanche. Et ça représente quand même 20% des patients chez lesquels on découvre une hypertension. C'est vous dire donc que la simple mesure de consultation a ses limites et qu'elle doit être complétée par d'autres techniques. Un point quand même, c'est que quand on a une hypertension blouse blanche, on a un petit peu plus de risque que les autres de finir par développer une vraie hypertension. Donc, ce n'est pas parce qu'on a dit à un moment donné c'est une hypertension blouse blanche qu'il ne faut pas continuer à surveiller de temps en temps la pression artérielle par d'autres techniques. Pour vous en montrer encore l'importance de cet effet blouse blanche, j'ai choisi un autre enregistrement. Là, c'est un patient qui est dans une chambre à l'hôpital et il a un appareil qui lui prend sa tension régulièrement. Vous voyez, c'est tous les petits points. En haut, c'est la maxima, en bas, c'est la minima. Et puis, on rentre 3 fois dans la chambre, c'est les flèches, et on lui mesure sa tension. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'un médecin rentre pour lui mesurer la tension, eh bien, la tension monte, et d'ailleurs, toujours à peu près au même niveau. Là, il est à 17 de tension à chaque fois qu'on est rentré dans la chambre pour lui mesurer la tension. Donc, c'est pour vous dire que cet effet blouse blanche, il faut savoir qu'il existe et qu'il n'est pas toujours facile à dépister, puisque souvent, même si le patient connaît bien son médecin depuis longtemps, il peut quand même avoir un effet blouse blanche. Donc il faut d'autres mesures pour le dépister. Et le troisième problème dans la mesure de la pression artérielle, c'est qu'il faut des appareils fiables qui mesurent correctement la pression artérielle. Pendant très longtemps, on a travaillé avec ce qu'on appelle la colonne de mercure. Alors, la colonne de mercure, c'est quelque chose d'indéréglable. On regarde jusqu'où montre la colonne qui nous donne la pression. C'est pour ça qu'on parle de pression en centimètres ou en millimètres de mercure, parce que c'est l'élévation de la pression dans le brassard en réponse à la pression qu'il y a dans l'artère. Aujourd'hui, les colonnes de mercure disparaissent pour des raisons écologiques, diront certains, encore que moi, personnellement, je n'ai jamais vu les colonnes de mercure libérer leur mercure dans la nature, mais en tout cas, elles sont en train de disparaître. Et à leur place, on a de plus en plus des appareils automatiques, alors soit de bras, soit de poignets, qui mesurent la pression artérielle de façon un petit peu différente que la méthode qu'utilise le médecin, mais le gros problème, c'est qu'il faut être sûr que l'appareil qu'on utilise soit fiable. En général, les appareils de bras sont plus fiables que les appareils de poignet. Il y a des appareils de poignet fiables, mais il faut de temps en temps les contrôler, les vérifier, parce qu'ils peuvent dériver avec le temps. Donc ça aussi, c'est un souci. À une époque où maintenant, on n'utilise pratiquement plus que ces appareils automatiques, il faut savoir de temps en temps les remettre en question, les vérifier avec d'autres appareils.
Alors, je vous disais tout à l'heure que la mesure de la pression artérielle de consultation, elle ne suffit pas aujourd'hui à faire un diagnostic d'hypertension. Il faut une deuxième technique pour valider, et il faut que la mesure de pression artérielle soit faite en dehors de la présence du médecin, de l'infirmier, enfin de quelqu'un qui est soignant. Et là, il y a deux techniques. Il y a ce qu'on appelle l'automesure ou la mesure ambulatoire de la pression artérielle, MAPA. Je ne fais pas de pub pour les gants en plastique, c'est l'utilisation de ce terme qui est la plus fréquente, mesure ambulatoire de pression artérielle. On appelle ça aussi le holter tensionnel. Alors, on va voir les deux. La première, c'est l'automesure. Alors, l'automesure, pour que ça soit un bon renseignement, que ce soit efficace, il faut que ce soit fait dans des conditions très standardisées. Il faut avoir un appareil qui marche, et on conseille, en tout cas en France, d'utiliser ce qu'on appelle, nous, la règle des 3. 3 mesures le matin, 3 mesures le soir, 3 jours d'affilée. Là, vous voyez une fiche d'automesure où les chiffres sont remplis. Le matin, vous êtes assis à la table du petit déjeuner, par exemple. Vous êtes resté assis 5 bonnes minutes avant de commencer à faire les mesures. Si vous êtes un hypertendu sous traitement, vous ne prenez pas votre traitement avant d'avoir fait ces 3 mesures. Et vous faites les 3 mesures d'affilée en les notant bien, maxima, minima, sur cette fiche. Et le soir, vous faites ça soit au moment du repas du soir, soit après le repas, 5 minutes assis, et vous faites 3 mesures. Et vous faites ça 3 jours d'affilée. Et vous faites la moyenne de toutes ces mesures assises. Donc il y a 18 mesures, vous faites la moyenne, et en automesure, le seuil qu'on utilise, c'est 135 et 85. 135 mm de mercure pour le premier chiffre, 85 pour le second. Si vous dépassez, c'est que votre pression artérielle est anormale. Dans cet exemple d'automesure, on demande aussi souvent aux patients de mesurer la pression artérielle une fois debout. Donc il fait ces 3 mesures assises, c'est celle qui compte pour la mesure, et on lui demande de faire une mesure debout. On utilise ça surtout chez les gens âgés ou chez les gens qui ont des gros traitements ou chez les diabétiques pour vérifier que la tension ne va pas non plus trop baisser quand on se lève. Car une chute trop importante de pression quand on se lève, ça peut s'accompagner de chute, ça peut être dangereux. Donc on peut aussi faire cela pendant l'automesure. Donc ces séances d'automesure, 3 mesures le matin, 3 mesures le soir, 3 jours d'affilée, 18 mesures, la moyenne. Et l'idéal, c'est faire ça avant d'aller voir son médecin. Vous faites vous-même la moyenne, parce que si le pauvre aussi doit le faire au moment où il vous voit, il ne va pas apprécier. Vous faites la moyenne, vous lui montrez la moyenne, et comme ça, il saura si vous êtes hypertendu au départ, mais surtout après, si le traitement vous permet de normaliser votre tension. L'autre technique, la mesure ambulatoire de pression artérielle ou holter tensionnel, c'est la pose d'un appareil avec un brassard, ici, sur le bras, en général sur le bras gauche chez les droitiers et l'inverse chez les gauchers, relié à une petite cassette. Et il peut y avoir, ici c'est un élément qui permet aussi d'enregistrer l'électrocardiogramme et de capter la position du thorax. Et ça permet de mesurer la pression artérielle à intervalles réguliers. Nous, on fait ça tous les quarts d'heure, jour et nuit. Alors les patients dorment un petit peu moins bien, mais la pression artérielle la nuit nous renseigne aussi beaucoup. Et ça permet vraiment d'apprécier comment se comporte la pression artérielle dans les activités habituelles du patient et bien sûr en dehors de l'hôpital. Alors, je vais vous donner 2 exemples sur cette diapositive. En haut, vous avez une patiente, en l'occurrence, qui avait des pressions artérielles un petit peu élevées. Et je vous la montre parce que la nuit, vous voyez ici, c'est la nuit, la pression artérielle baisse. Et par contre, en activité, elle monte de façon importante. Je vous montre ça parce que la pression artérielle la nuit a pour nous une valeur importante. Normalement, quand on dort profondément, notre tension s'abaisse. Et cette baisse de la pression est sûrement bénéfique pour nos parois artérielles. Ça leur donne l'occasion de récupérer, d'éliminer peut-être un certain nombre de substances toxiques, etc. La baisse de pression nocturne est très importante. Et quand on ne baisse pas la pression la nuit, eh bien, l'hypertension est encore plus dangereuse. Et en dessous, vous avez un autre patient. Et vous voyez là en noir, c'est la période nocturne. En rouge, c'est la période de la journée. Et vous voyez que la période nocturne, les tensions sont pratiquement les mêmes que dans la journée. Et ces patients qui ne baissent pas la pression artérielle nocturne, on sait qu'ils sont encore plus à risque de faire des complications que les autres. Et
on essaye chez eux d'avoir les traitements les plus efficaces possibles. Alors, le niveau de pression artérielle que l'on va utiliser pour diagnostiquer l'hypertension va dépendre de la méthode qu'on va utiliser. Donc, je vous disais tout à l'heure, si c'est votre médecin qui mesure la pression artérielle, il commencera à s'inquiéter sur votre tension si ça dépasse 14,9 ou 140,90. Quand vous faites l'automesure, c'est 135,85. Quand vous faites de l'enregistrement sur 24 heures, on regarde séparément la jour et la nuit. Le jour, c'est 135,85 comme pour l'automesure, et la nuit, ça doit baisser davantage, c'est plutôt 120,80. C'est juste à titre indicatif pour vous montrer ce qu'on regarde et pourquoi on regarde tout ça. C'est en tout cas nécessaire, avant de dire si quelqu'un est hypertendu, d'avoir soit une automesure, soit une mesure des 24 heures. Alors, je vous disais en introduction que l'hypertension est dangereuse. C'est vrai. Elle donne des complications importantes. Elle donne des complications au niveau des artères. Elle favorise ce qu'on appelle l'athérosclérose, c'est-à-dire la formation dans les artères de petites excroissances de la paroi, des plaques, et ces plaques peuvent progresser, finir par boucher l'artère, soit progresser progressivement, soit brutalement quand la plaque se brise et qu'un caillot se forme, et ce caillot va boucher complètement l'artère. C'est à l'origine donc des accidents liés à cette maladie, comme par exemple l'infarctus du myocarde ou l'accident vasculaire cérébral. C'est aussi un facteur de démence aussi. C'est pour ça que cette hypertension est aussi dangereuse et pour la raison pour laquelle il faut vraiment la prendre au sérieux. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, par rapport à ce que j'appelle l'athérosclérose, là je vous ai montré une masse. J'ai essayé de vous montrer une petite plaque. Là. Vous voyez, normalement, la paroi d'une artère, là, c'est une carotide, elle est lisse, elle est régulière. Et puis là, il y a une espèce de petite plaque. C'est déjà un premier petit dépôt qui peut, avec le temps, s'aggraver et finir par causer des accidents. Mais l'hypertension n'est pas le seul facteur de risque. En fait, il y a effectivement une association de plusieurs malfaiteurs. Et ces malfaiteurs avec l'hypertension, c'est le tabac, le diabète, le cholestérol. Et chacun joue un rôle. Ce n'est pas toujours facile au final de savoir si la complication est liée à l'un ou l'autre, mais il faut savoir que plus vous avez ces deux facteurs de risque, et plus les dangers sont importants. Si bien que lorsqu'il y a un de ces facteurs, eh bien on essaye de faire disparaître ce facteur, mais aussi tous les facteurs associés. Donc quand on s'occupe d'hypertension, on essaye de convaincre le patient d'arrêter de fumer, il faut traiter de son diabète, on fait tout ce qu'on peut pour que son cholestérol baisse, car tous ensemble, ils vont augmenter de façon très importante les risques. Alors la bonne nouvelle quand même, c'est qu'on a des traitements efficaces. Et ces traitements efficaces, ils ont commencé à être vraiment mis au point depuis les années 60-70. C'est en 1970 qu'on a eu la première étude qui montrait très clairement qu'en faisant baisser la pression artérielle de patients hypertendus, on diminuait de façon très nette les complications cardiovasculaires et la mortalité. Et puis petit à petit, on a développé de plus en plus de médicaments, on les a étudiés, on a montré qu'ils étaient efficaces contre un placebo, très important, parce que comme il y a une part liée peut-être aussi à l'inquiétude et à l'anxiété dans l'élévation de la pression artérielle, il peut y avoir une réponse au placebo, et on a besoin de montrer que les médicaments ont une action en elles-mêmes. Et tous les médicaments qu'on a aujourd'hui ont été étudiés contre placebo. Et puis, on a aussi fait des études de morbimortalité pour confirmer que la prise régulière de ces médicaments diminue le risque de faire des complications dans le futur. Et tous les médicaments qu'on appelle les traitements de première intention de l'hypertension artérielle sont des médicaments pour lesquels on a la preuve, avec des études longues qui ont duré plusieurs années et qui ont montré clairement que on pouvait réduire ces complications grâce à ces traitements. Et grâce à toutes ces études, on s'est aperçu aussi qu'il fallait traiter l'hypertension pour des niveaux de plus en plus bas. Quand j'étais interne en médecine, quelques années, le seuil de l'hypertension, c'était plutôt 16, 9,5, 160, 95. Mais au fil du temps,
En multipliant les études, on s'est aperçu qu'en traitant plus bas, et maintenant c'est 14,9 en tout cas en Europe, on s'aperçoit qu'on protège davantage de vie en débutant ces traitements plus tôt. Donc le seuil de l'hypertension, c'est un seuil pratique, ce n'est pas blanc et noir, c'est simplement le fait qu'on a la démonstration que traiter à ce niveau-là permet de limiter les complications. Alors comment on traite l'hypertension? Toujours avoir des mesures hygiéno-diététiques. Et ces mesures hygiéno-diététiques, elles sont aussi importantes quand on est normotendu pour diminuer les risques de développer une hypertension artérielle avec l'âge. C'est donc essayer de réduire le sel. Ce n'est pas si facile que ça parce qu'on a tous l'habitude de manger trop salé. L'alimentation industrielle est beaucoup trop riche. Il y a des programmes pour essayer de limiter petit à petit la consommation de sel. Ça va trop lentement. Il faut continuer. Et il faut surtout que chacun essaye de diminuer notre consommation de sel. Et pour nos enfants, il faut essayer de leur apprendre dès le départ à ne pas manger trop salé. Plus vous mangez salé, plus vous avez un goût pour le sel et plus vous avez tendance à en rajouter. Sel, très important. Deuxième chose, l'activité physique, très importante aussi. Elle doit être régulière. On considère qu'il faut au minimum une demi-heure d'activité physique quotidienne. Plus c'est encore mieux. Éviter la prise de poids importante. Et puis, il y a d'autres éléments qui peuvent faire monter la tension, comme je vous disais tout à l'heure, l'alcool. Si on améliore notre hygiène de vie, on diminue de façon importante le risque de développer un jour une hypertension. Et si on est hypertendu et qu'on a un niveau de risque pas très important et des chiffres pas très élevés, ça peut quelquefois suffire. Mais le plus souvent, on est obligé de donner des médicaments. Et ces médicaments, il faut les prendre tous les jours, tout le temps. Et c'est un petit peu la limite de cela, parce que bien souvent, il y a des patients qui en ont marre et qui les arrêtent. Et que dès que vous arrêtez votre traitement, malheureusement, la tension remonte. Je vais vous parler des médicaments un petit peu. Je vais vous parler aussi d'un espoir qu'on a avec une nouvelle technique qu'on appelle la dénervation rénale. Alors là, c'est de la recherche. C'est juste pour vous dire qu'on ne travaille pas que sur les médicaments. Il y a peut-être pour le futur d'autres techniques qui nous permettront d'être capables de faire baisser la pression artérielle. Alors, les médicaments de l'hypertension, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de spécialités, il y a beaucoup de classes de médicaments différentes. L'objectif n'est pas de faire le relevé de tous ces médicaments. Simplement vous dire qu'ils ont tous fait la preuve de leur efficacité. Ils ont tous été développés avec des études versus placebo, c'est-à-dire médicaments factices pour être sûr qu'ils étaient plus efficaces qu'un médicament factice. Et pour les plus importants d'entre eux, on a montré qu'ils diminuaient effectivement la survenue des complications cardiovasculaires. Alors chaque classe a ses avantages, ses inconvénients. Tous les médicaments, vous savez, peuvent avoir des effets indésirables. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les médicaments qu'on utilise dans l'hypertension artérielle n'ont pratiquement jamais d'effets indésirables graves. Mais ils peuvent avoir des effets secondaires qui les rendent un peu difficiles à tolérer. C'est pour ça que quand vous prenez un médicament que vous ne supportez pas, eh bien, il faut en parler avec le médecin. Et comme il y a beaucoup de médicaments différents, on peut finir par trouver le médicament avec lequel vous vous sentirez bien. Alors, comment on fait pour mettre en place un traitement? Donc, on confirme que l'hypertension est réelle, soit avec une automesure, soit avec un enregistrement sur 24 heures. On est sûr que l'hypertension mérite d'être traitée. On vérifie aussi tous les autres facteurs de risque dont je vous ai parlé. On va lutter contre tous ces facteurs de risque, pas uniquement contre l'hypertension. On peut, quand le sujet est jeune, quand le risque cardiovasculaire est faible, commencer pendant quelques temps par ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques, sel, activité physique, perte de poids, diminution de l'alcool. Mais si ça ne suffit pas, très vite, il faut mettre en place un traitement. L'objectif aujourd'hui, c'est de se dire que lorsqu'on découvre une hypertension, il faut que 6 mois plus tard ou plus tard, le patient ait des tensions artérielles normales. Alors en général, on débute par un seul comprimé, et ce comprimé peut comporter quelquefois 2 principes actifs, surtout quand les patients sont à risque important. Il faut qu'on arrive le plus vite possible à normaliser la tension. On surveille l'efficacité du traitement, alors soit par la pression que fait la mesure que fait le médecin, il va vous faire une mesure assise, il va vous faire aussi une mesure debout pour vérifier qu'elle ne baisse pas trop. Et puis l'idéal, c'est faire aussi de l'automesure. Le patient se mesure lui-même la pression artérielle, arrive avec la moyenne de ses tensions, et comme ça, il
n'y a pas l'effet blouse blanche, le médecin peut justement avoir un chiffre plus fiable. Et puis, d'une certaine façon, le fait de voir ces chiffres baisser lors des séances d'automesure, ça aide le patient à rentrer dans sa maladie, à être actif dedans, et ça aide sans doute à un meilleur suivi du traitement. Si on n'est pas encore aux objectifs, il faut majorer le traitement et il faut vraiment arriver à l'objectif. Alors c'est facile à dire comme ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, toutes les enquêtes, quel que soit pratiquement le pays, on s'aperçoit qu'il n'y a pas à peine plus de la moitié des patients qui sont réellement aux objectifs. C'est-à-dire que l'hypertension est souvent insuffisamment traitée. Alors elle est souvent insuffisamment traitée, soit parce qu'on n'a pas augmenté le traitement comme il fallait, ou soit malheureusement quelquefois parce que le patient ne le prend pas régulièrement ou ne le prend pas du tout. Petit point qui rejoint une diapositive que je vous ai montrée tout à l'heure, quand on n'arrive pas avec 3 médicaments bien organisés, je ne vais pas rentrer dans les détails, on appelle ça une hypertension résistante. C'est là aussi, il faut vraiment chercher s'il n'y a pas une cause qu'on a méconnue au départ, une cause d'hypertension secondaire. Alors, le suivi du traitement, c'est un vrai problème, parce que c'est vrai que quand vous avez une infection, vous prenez un antibiotique, vous êtes guéri au bout d'une semaine et vous abandonnez le traitement. Là, l'hypertension, vous n'avez pas de symptômes, vous n'en rendez vraiment pas compte, et 2, il faut prendre des médicaments tout le temps, tout le temps. Et le gros souci, c'est qu'effectivement, il y a des patients qui abandonnent le traitement parce qu'ils en ont marre, parce que quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils se disent que c'est sans doute le médicament qui leur donne cet effet indésirable. Et l'observance est vraiment un gros problème. Alors, le rôle du médecin, c'est d'essayer de limiter ces problèmes en essayant d'avoir le traitement le plus simple possible, le mieux toléré possible, d'être à l'écoute du patient. Il faut aussi que le patient ait bien compris les enjeux et sache pourquoi il prend ce traitement. Et c'est vrai que le traitement de l'hypertension est aujourd'hui un des paramètres de la prévention les plus efficaces. En termes de complications cardiovasculaires, il y a 2 choses qui agissent de façon très claire. Il y a l'arrêt du tabac et ensuite la baisse de la pression artérielle, qui sont les éléments les plus marquants pour éviter justement les complications. Et parmi les choses qu'il faut essayer de faire, c'est vraiment d'expliquer ce que j'essaye de faire aujourd'hui, pourquoi l'hypertension est dangereuse, pourquoi il faut la suivre, pourquoi il faut la traiter, et revenir dessus. Alors, je vous disais en introduction, tout à l'heure sur une des diapos, qu'il y a peut-être un espoir pour le futur. Alors, je vous donne ça avec beaucoup de prudence. C'est une technique qui se développe maintenant depuis une dizaine d'années. On appelle ça la dénervation rénale. La dénervation rénale, elle consiste à aller brûler un petit faisceau nerveux qui est dans une artère rénale. On a 2 reins, donc il y a l'artère rénale droite et l'artère rénale gauche. On pique une artère, en général on pique une artère fémorale au pli de l'aine, sous anesthésie locale. On monte une petite sonde et on va aller placer notre sonde dans l'artère pour aller avec, il y a différentes techniques possibles, brûler ce petit faisceau nerveux qui joue un rôle très important dans le maintien de la tension artérielle. Ça fait à peu près 10 ans qu'on utilise cette technique. On l'a d'abord utilisée dans les hypertensions les plus sévères, les plus résistantes au traitement, et on s'est aperçu que ça marchait finalement, pas chez tout le monde, mais ça marche en gros, ça baisse la pression artérielle à peu près 6 fois sur 10. Ce qu'on a appris, c'est que, a priori, cette technique n'a pas d'effet secondaire grave et qu'on peut la faire finalement sans danger important. Par contre, on ne sait pas encore prédire chez qui ça va marcher, chez qui ça ne va pas marcher. Et comme c'est une technique qui ne paraît pas dangereuse, on a commencé depuis quelques années à faire des études chez des gens plus jeunes qui avaient des hypertensions plus modérées, et on a fait des études contre intervention factice, montrant très clairement que l'on était capable de faire baisser la pression artérielle avec cette technique et quelquefois de la guérir. Alors, il faut rester encore prudent. C'est une technique qui progresse petit à petit. On est encore dans la phase des essais, mais il n'est pas absolument impossible, surtout si on arrive à déterminer à l'avance quels sont les patients qui vont répondre à cette technique et ceux qui ne vont pas répondre. Il n'est pas impossible que cette technique puisse prendre une place de plus en plus importante dans les années qui viennent. En tout cas, c'est un espoir. Alors, on ne peut pas ne pas parler du Covid. Je ne suis pas un expert de cette maladie, mais il y a quand même 2-3 petites choses
que je voulais vous dire. Ce qui est très curieux avec ce virus qui nous pourrit la vie en ce moment, c'est qu'il se fixe sur une enzyme qui fait partie d'un système qu'on appelle le système rénine-angiotensine et qui est un des systèmes qui fait monter la pression artérielle. C'est un système qu'on a tous, qui joue un rôle très important. Ce n'est pas le seul système qui fait monter la pression artérielle, mais c'est un système vraiment très très important. Et justement, cette enzyme va être le récepteur de ce mauvais virus. Et on s'est demandé si justement certains traitements antihypertenseurs pouvaient éventuellement agir sur la contamination, la favoriser ou pas. Il y a eu au début de l'épidémie tout un tas de réflexions sur les dangers potentiels de certains médicaments. Et puis, ce qu'on a vu par contre de façon très claire, c'est que l'hypertension fait partie des facteurs de risque de gravité de cette maladie du Covid-19. Les hypertendus font plus de formes graves que les sujets normotendus. Sans doute lorsque l'hypertension est mal contrôlée ou mal connue. Alors, il y a encore des tas de choses à apprendre là-dessus. Je ne vais pas vous donner toutes les vérités aujourd'hui. C'est pour ça que je dis conclusion provisoire, parce qu'on n'a pas fini d'en apprendre. Mais de mon point de vue, je pense que le contrôle de l'hypertension artérielle est plus que jamais nécessaire. Je pense que vraiment, la lutte contre les facteurs de risque cardiovasculaire, et vous voyez, les facteurs qui favorisent les formes graves du Covid, ce sont les mêmes que ceux qui favorisent l'hypertension. C'est le diabète, c'est l'obésité, c'est l'âge, et l'hypertension fait partie. Donc il y a finalement un certain point commun entre cette infection et l'hypertension dont je vous parle aujourd'hui, donc ce n'est pas si incongru que cela. Et donc, je pense que le contrôle de l'hypertension est plus que jamais nécessaire, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas oublier ces traitements. Et aujourd'hui, les études que nous avons, que nous commençons à voir, montrent que finalement les médicaments antihypertenseurs, et en particulier ceux qui agissent sur ce système qu'on appelle le système rénine-angiotensine, qui sont aujourd'hui les plus utilisés dans le traitement de l'hypertension, n'ont pas d'effet négatif sur la survenue des formes graves, et peut-être même au contraire, ce qui reste à prouver. On n'a pas encore d'études suffisamment bien faites dans le sujet. Donc, en ce moment, encore plus que dans les autres, contrôlez votre tension, prenez les médicaments, surveillez ça. J'en terminerai là donc pour vous dire que vraiment le dépistage et le traitement de l'hypertension sont des piliers très importants de la prévention cardiovasculaire. C'est le seul moyen de faire diminuer les accidents vasculaires cérébraux en particulier. Vous savez que c'est quand même une cause qui reste relativement fréquente, y compris chez les sujets jeunes, et que ça tue, mais que ça donne aussi des handicaps pour le restant de ses jours quand on est paralysé. On sait que l'hypertension, ça favorise aussi les démences, ça favorise l'infarctus, ça favorise plein de maladies, alors qu'on a des traitements efficaces. Et si j'insiste encore à nouveau, c'est que le souci, c'est que la moitié des hypertendus ne savent pas qu'ils sont hypertendus, la moitié des hypertendus qui savent qu'ils sont hypertendus ne sont pas aux objectifs en termes de traitement. Il y a des progrès énormes à faire. Il faut vraiment que tout le monde en prenne conscience. Et parmi les choses qu'il faut faire et qu'il faut savoir faire dès le plus jeune âge, c'est justement ne pas aller vers cette progression des mauvaises habitudes de vie que nous avons. Il faut encourager les plus jeunes à l'exercice, à moins de sel, à faire attention à ne pas avoir une alimentation trop riche, à ne pas prendre du poids. Tout ça, c'est extrêmement important. Et ça commence très jeune. Aujourd'hui, une des surprises que j'ai depuis quelques années, c'est de m'apercevoir que je vois de plus en plus de gens de moins de 30 ans avec des problèmes d'hypertension artérielle. Et à chaque fois, ce sont ces facteurs-là qui sont en cause, et puis quelquefois donc, des hypertensions pour lesquelles on va trouver effectivement une cause précise. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.